Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella. Dieu a 18 ans et il a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Ce Dieu-là nous permet d'avoir accès à une multitude d'informations en quelques clics seulement et dans le même temps profite de nos données personnelles et c'est beaucoup plus embêtant. Ce Dieu-là s'appelle Google et il a révolutionné nos vies. Aujourd'hui, c'est plus de 60 000 employés et outre son rôle de moteur de recherche, il est un acteur majeur du monde de la mobilité et de la recherche scientifique. Son slogan, Don't be evil, ne pas être malveillant, a laissé place à la devise Do the right thing, faire ce qui est juste. Et si Google commençait par se conformer aux lois fiscales des pays dans lesquels il est utilisé? C'est aussi cela, faire ce qui est juste. Les titres de votre 20h. La Corse, une image médiatique, caricaturale ou réelle, c'est le regard du 20h avec les journalistes Marie-Joseph Harry-Glandine et Sébastien Pisagne. Elle cultive le safran avec passion et imagination. Anne Nocher est l'invitée événement de votre 20h. Bonsoir Anne. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Pendant le 20h. Agricultrice, vous êtes selon de nombreux magazines qui vous ont consacré des portraits. La fille au safran, j'aime beaucoup ce titre, La fille au safran. Très tôt, dès vos études d'histoire, vous vous êtes intéressée au commerce des épices. Ce fut le moment du déclic pour vous? Oui, en quelque sorte. J'avais déjà une passion pour le travail de la terre, mais pendant mes études d'histoire, j'ai appris le commerce des épices et je me suis intéressée donc à toutes ces épices, leur culture, leur endroit de culture et leur commerce. Et j'ai eu envie d'essayer de voir si ce commerce pouvait pas, cette plantation ne pouvait pas s'arrêter en Corse, sur l'île. Et vous aviez des terrains familiaux, c'est ça? Et vous avez investi les terrains pour cela? Oui, j'ai la chance d'avoir des terrains familiaux et j'ai eu envie de les mettre en valeur, de ne pas les laisser à l'abandon. Donc j'ai lancé ma culture de safran, avec de nombreux essais bien sûr. Et ça a marché et l'exploitation a commencé comme ça. Alors, j'ai quelques chiffres, quelques données chiffrées. Vous me corrigerez si elles ne sont pas justes. Il faut 160 à 170 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran. Exact. C'est vraiment... pour un néophyte comme moi, je me dis que c'est pratiquement impossible d'avoir une grande production de safran. Non, une grande production de safran, c'est relativement difficile. En plus, comme c'est une culture entièrement manuelle, on ne peut pas se permettre d'avoir de trop grandes surfaces de culture. Mais il faut vraiment beaucoup de fleurs pour arriver à produire 1 gramme de cette épice. 160 à 170 fleurs, enfin c'est hallucinant. Et votre production représente combien de grammes? Alors, moi, je tourne en fonction des années à 600, 800 grammes. Je préfère pas m'agrandir pour contrôler tout et pour avoir un produit de qualité. Alors, autre chiffre, par comparaison, la production mondiale représente près de 300 tonnes. Et évidemment, ça, on le sait, c'est l'Iran qui est la production du monde. Oui, c'est un des plus gros producteurs, mais c'est aussi l'épice la plus frelatée au monde. Donc, il y a beaucoup de contrefaçons par rapport à son prix. Donc, chacun essaye de tricher comme il peut et les données sont souvent assez opaques en ce qui concerne le safran. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité chez Anne Nocher? Alors, une spécificité, je ne sais safran, pas. Comment vous mais, il y a un secret? Oui, il y a forcément un secret qui fait l'épice. Que vous allez nous dire? Non, mais je peux vous dire que c'est le séchage qui fait l'épice. Donc, c'est à ce moment-là vraiment qu'on obtient un produit, qu'on va réaliser le goût du produit. C'est en fonction d'un séchage pas trop fort, mais bon, ça, c'est des secrets. Donc, je ne dévoilerai pas tout, mais c'est ce qui fait l'épice et c'est ce qu'on contrôle le plus, en fait. Voilà. C'est un travail quotidien, un travail de tous les instants pour vous? Alors, la récolte, le safran, oui. À l'année, on s'occupe des safranières, mais c'est surtout concentré sur une période fin octobre, de 3 semaines, 1 mois, où là, quotidiennement, on va avoir des fleurs à ramasser, émonder et faire sécher dans la même journée. Alors là, je vais faire rêver le téléspectateur, ou pas d'ailleurs. 1 kilo de safran vaut à peu près 30 000 euros. C'est exact. Alors qu'un kilo d'or? Moins. 18 000 euros à peu près. Oui, ça fait partie du mystère du mythe du safran, un peu, sur son prix. C'est ce qui attire les gens dans la culture du safran. Souvent, on se dit on va se faire un petit kilo de safran cette année. C'est un trompe-l'œil. Tout voilà, ça. c'est un trompe-l'œil. Après, c'est vraiment un travail méticuleux. Tout est manuel dans cette culture, donc on n'a pas l'habitude d'un travail comme ça, même en agriculture. Est-ce qu'on peut faire preuve d'imagination
encore aujourd'hui autour du safran? Est-ce que quand vous le cultivez, vous avez des idées, un assemblage particulier avec d'autres saveurs? Ah oui, il n'y a pas de limite à l'imagination, même avec le safran. Déjà, c'est une fleur assez spéciale qui pousse en octobre, quand toutes les autres fleurs fanent. Et c'est une fleur qui apparaît un jour, on ne sait pas quand. Elle apparaît et le lendemain, on peut avoir des milliers de fleurs et la récolte commence. Donc, c'est toujours surprenant, il n'y a pas de schéma fixe et ça s'arrête du jour au lendemain. Pareil, comme c'est venu. Donc, ça rajoute un peu... c'est une fleur surprenante. Et de l'incertitude, vous n'avez pas peur? Oui, toujours. Ouais, non, toujours. Ça fait partie de la culture du safran, sinon ça ne serait pas drôle. Le mystère, c'est ça aussi qui vous oui, c'est une fleur qui arrive un matin, elle pousse par milliers en quelques jours et ça s'arrête. On peut avoir des milliers de fleurs un jour et une dizaine de fleurs le lendemain. Et justement, si on reste sur cette dimension mystérieuse, est-ce que tout de même... aujourd'hui, vous arrivez à percer les mystères, ou en tout cas, c'est une fleur qui continue de vous surprendre? Ah oui, elle continue de me surprendre. Chaque année, je progresse quand même, j'en apprends tout le temps, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant comme fleur. Elle est très fragile et elle est merveilleuse. Alors, il y a le safran, mais il y a aussi d'autres palettes dans votre travail. Le bio, c'est essentiel. Hein. Oui, le bio, c'est principal pour moi, parce que quand je suis agricultrice, mais d'abord, c'est pour me nourrir et nourrir ma famille, forcément. Donc, c'est une valeur essentielle. Après, j'aime voir pousser les choses, que ce soit un fruit, un légume, une fleur, et surtout les couleurs et les formes que ça peut avoir. Et vous travaillez avec des chefs? Oui, ça c'est la partie la plus agréable du métier parce que c'est beaucoup de rencontres, d'échanges. On travaille ensemble sur les produits, les goûts, ce qu'ils recherchent. Et puis pour un agriculteur, on est content de voir comment ils transforment nos produits. Voilà, ils en font des choses merveilleuses. Vous pouvez être associé avec un chef. Je ne sais pas comment ça se passe. J'imagine qu'il doit vous appeler, vous lui donner des conseils, ou en tout cas, si ce n'est pas des conseils, des pistes. Oui, on travaille ensemble en fait. Eux ont des produits favoris, on les plante pour eux, donc déjà ça nous fait plaisir. Et ensuite, nous, dans notre culture, on plante souvent des variétés. Moi, j'aime bien expérimenter, donc je plante un peu de nouvelles choses. Et je suis fière de leur emmener pour qu'ils goûtent et qu'ils puissent les travailler et les mettre à la carte de leur restaurant, par exemple. Quand vous dites que vous aimez bien expérimenter, ça veut dire que l'innovation est constante dans votre travail? Sur l'exploitation, oui, constamment. On cherche toujours de nouvelles variétés. Avec les changements climatiques, on essaye de s'adapter. Il y a des fruits qui poussent maintenant ici alors qu'ils ne pouvaient pas il y a quelques années. Donc, ça permet d'avoir des produits aussi qui voyagent moins et de mettre à la portée des chefs des produits à côté de chez eux. Est-ce que vous prenez en photo votre travail? Oui, très régulièrement. Mais parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de couleurs sur mon exploitation, donc après ça devient facile. Et est-ce que vous prenez en photo les repas que vous faites, les assiettes? Oui, ça m'arrive aussi, forcément. Ça vous arrive aussi. Et puis souvent, les produits sont mis en valeur dans ces plats, donc on est fiers et on l'affiche. Alors Audrey Tordel va nous en parler dans quelques instants. Elle va parler de food porn, elle va décrire ce phénomène de société. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir bavardé avec moi autour de votre travail, ma chère Anne. Et j'espère rencontrer votre travail dans l'une des assiettes. Ça oui, sûrement. Merci beaucoup. Merci. Le food porn, c'est un phénomène de société. En tout cas, ça l'est sur les réseaux sociaux. Photographier son assiette est de plus en plus courant. Audrey Tordel nous décrypte ce phénomène. Bonsoir. Bonsoir, chère Audrey. Vous avez vu, notre invité prend en photo aussi. Oui, alors juste 2 secondes. T'as vu? C'est le restaurant que tu m'avais conseillé. Bah, tu vois là, c'est exactement ça. On ne va pas les montrer aux téléspectateurs, mais c'est exactement... C'était comment? C'était super. Voilà, bon, super. Par contre, il a fallu donner un rein pour l'addition. Tu ne me l'avais pas dit, ça, par contre. Mais... Certainement pas, pourquoi je vais te le dire? Mais je suis ravie que notre invité prenne en photo ce qu'elle produit. Voilà, c'est bien. Parce que tu le fais aussi, nous y reviendrons. Alors, que les choses soient claires et que le téléspectateur se rassure dans son siège, confortablement installé sur son siège, ce n'est pas le food porn une pratique douteuse? Non, du tout. Non, on peut tout à fait en parler pendant le 20h, sinon j'aurais été censurée. Alors, même si à la base, le mot food porn vient de 2 termes anglais, food, jusque-là tout va bien, nourriture, et porn, car les photos de nourriture pouvaient procurer un tel plaisir gustatif que cela en devenait jouissif. Voilà. Donc voilà, on va enchaîner. Alors au départ, le food porn concernait uniquement la nourriture bien grasse,
comme celle du restaurant que tu m'as conseillé. Voilà. Donc c'est une véritable tendance. Ah oui, tendance, on peut parler aussi de phénomène de société. Ah, complètement, puisqu'il est présent partout sur nos réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, Facebook, voilà, c'est partout. Alors, comme au début, ça touchait donc que la nourriture grasse, comme je viens de te dire, et maintenant, forcément, ça touche tous les types de nourriture, de la plus grasse à la plus light. Il y a des millions de comptes qui sont consacrés à la photographie de nourriture. Ne me regarde pas comme si j'étais folle. Oui, parce que je fais mon mea culpa. Je fais partie de ces gens qui floudent intempestivement sur la nourriture. Je prends en photo ce que je mange. Du coup, j'avais envie de décrypter un petit peu une tendance dont je suis moi-même victime. Alors justement, voilà. Audrey, en tant que victime, quel est le but de prendre son assiette en photo? Et bien, le but, c'est de partager virtuellement le moment dans son ensemble, pas juste la nourriture, parce qu'à la rigueur, c'est frustrant. Si ça a l'air appétissant, toi, tu es derrière ton téléphone et tu as juste envie, c'est de manger et de tuer la personne qui te montre ce plat. Non, voilà, on a envie de montrer le plat qu'on déguste, le plat préparé avec soin par son amoureux, c'est de partager le moment. La photo, c'est beau, hein, j'ai mis de la poésie derrière tout ça. Oui, j'ai essayé un petit peu d'interpréter métaphysiquement ça. Non, la photo de nourriture, c'est un souvenir. Vraiment, au même titre que les photos de voyage ou d'architecture, voire même un souvenir encore plus riche parce que ce souvenir est à la fois mémoriel et sensoriel. Mais il n'empêche que certains chefs n'apprécient pas tellement qu'on prenne leur photo. Pas du tout. Certains sont complètement contre cette tendance, puisque, alors pas tant parce que ça empêche le client de profiter avec sa tablée, ça il s'en fiche un petit peu. Non, c'est que le plat est une signature. Donc le photographier, c'est comme s'approprier la création de l'auteur. Et en Allemagne, il y a une loi qui a été votée qui vise à interdire les photographies de plats au restaurant. Bon, c'est une loi qui est rentrée en vigueur qui a été votée en 2013, mais il n'y a eu aucune condamnation. Ça serait bizarre quand même. Par contre, d'autres chefs apprécient. D'autres chefs apprécient, encouragent le phénomène et le pratiquent. Je pense par exemple au chef Cyril Lignac, Thierry Marx et plein d'autres. Leur compte Instagram ou Twitter est bien... David Mezzak, ici en Corse. C'est un grand amateur de football, si je puis me permettre. Dessert. Et oui, effectivement. Non, mais c'est vrai que ils mettent leur création culinaire en même temps. C'est un excellent outil de com. C'est une technique marketing formidable puisque on communique sur sa cuisine et sur ses produits. Le nom des chefs devient, justement, comme David Mezzag, et on le salue, une marque. Et cela influe sur notre rapport à la consommation, au même titre que d'autres marques de vêtements et autres pourraient influer sur nous. Oui, c'est vraiment, que les choses soient claires. Outre le plaisir de prendre la photographie, il y a évidemment derrière toute une dimension marketing, très marketée. Moi, c'est du bénévolat, mais effectivement, il y a un gros marketing. Gros, c'est un terme qui convient bien, puisque plus la nourriture est shootée en gros plan, et plus elle est censée être alléchante. Et on terminera par un, si tu veux bien Philippe, par un petit compte Instagram qui ravira la gente masculine et pas que. Girls with Gluten. Et oui, il y a des belles filles et contrairement à cette mouvance healthy, on en parlera peut-être dans une prochaine chronique, eh bien elles se photographient avec des burgers, des pizzas et compagnie. Voilà. Et ça, tu te photographies avec des pizzas et des burgers? Je vais y songer, mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Audrey. Philippe. À très vite. À très vite. La Corse, une image médiatique caricaturale ou réelle? C'est la question de votre 20h et s'opposent sur cette question les journalistes Marie-Joseph Arriguelandine et Sébastien Pisani. Bonsoir à vous deux. Oui, s'oppose en tout cas. Vous allez confronter vos opinions, nourrir les arguments des uns et des autres. Ah, la question qui remue les réseaux sociaux et pas seulement les réseaux sociaux, la Corse et son image. Alors on s'est intéressé à l'image médiatique, souvent vilipendée cette image par l'opinion publique insulaire. Sébastien, le journaliste de quotidien qui est au fait quotidiennement des choses insulaires, comment voyez-vous cette question, l'image de la Corse caricaturale ou réelle? Alors nous, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on analyse des fois ce décalage qui est généré avec nos outils professionnels qui sont ceux du journaliste. Une image tronquée. C'est vraiment ça pour moi qui ressort en ce moment. Plus particulièrement depuis cet emballement qui s'orchestre avec la mise en place de ces chaînes d'infos continues. Ça, c'est quelque chose qui a véritablement, à mon sens, changé la donne. Évidemment, les médias nationaux ont toujours été plutôt intéressés par la Corse à partir du moment où des faits saillants ressortaient. Ils ne sont pas toujours là en permanence. Certains le sont, et on en parlera peut-être. Oui, il y a des correspondants. Mais là, depuis quelques mois, je trouve qu'on est
interrogé même sur le plan de notre propre déontologie de journaliste implantée localement, lorsqu'on voit la manière très partielle, pour ne pas dire partiale, dont certains sujets sont traités. Alors Sébastien pointe le doigt sur le traitement de l'information. C'est ça qui est intéressant également autour de cette question de l'image. L'image caricaturée, donc pour vous, globalement, Sébastien, quand il s'agit de médias nationaux, et pour vous, Marie-Jo ? En tout cas, la Corse est extrêmement mal traitée. C'est évident qu'à l'heure actuelle, les journalistes qui s'occupent de la Corse sont de moins en moins spécialisés. C'est une méconnaissance qui fait il y a une vraie méconnaissance. Et je crois que nous sommes quand même une île avec des spécificités, vraiment des spécificités, des particularités assez difficiles à appréhender, même pour nous. Parfois, en tant que Corse, on ne comprend pas très bien pourquoi ça dérape dans un sens ou dans l'autre. Et je crois que quand on n'a pas la connaissance de la Corse, alors là, on ne peut que passer à côté. Et à l'heure actuelle, les journalistes sont donc moins spécialisés et donc ils sautent sur les choses qui leur semblent faciles. Ils s'emparent d'un événement qui est facile, ils le surmédiatisent, ils le mal médiatisent, je peux m'autoriser cette formule. Et par contre, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus ambigu, par exemple l'installation de la nouvelle Assemblée de Corse, où ils n'ont rien compris. Oui, rien compris. C'était terrible. C'est un très très bon exemple. Il y avait la marraine de l'émission, Ariane Chemin. Il y avait, je crois, peut-être France Info, quelque chose comme ça. Et c'est tout, il n'y avait pas de médias nationaux. Non, surtout ce qui est alors assez fascinant, c'est qu'on a vu débarquer tout un tas de journalistes venus du continent qui venaient d'abord pour traiter les fameux événements du quartier des Jardins de l'Empereur. On est donc dans la foulée des élections territoriales. Ils se sont ensuite intéressés à ce qui s'était passé politiquement en Corse. Et c'est vrai que là où j'ai été quand même assez surpris, c'est que vous parliez de Google tout à l'heure. Un simple petit coup d'œil sur le moteur de recherche leur aurait permis de comprendre comment fonctionnent les institutions corses. Et j'ai croisé des collègues du continent qui n'y comprenaient rien, qui ne comprenaient pas que ça ne fonctionne pas comme dans n'importe quelle autre région française. C'est ça qui est... Marie-Jo parlait de méconnaissance. On n'a plus ces spécialistes de la Corse que les grandes rédactions nationales avaient durant de longues années. Alors, est-ce que cette méconnaissance nourrit cette distorsion qu'il peut avoir entre le réel que vous vivez, vous, en tant qu'observateur, ici en Corse, et le fantasmé des journalistes sur le continent ? D'autant plus que, si vous voulez, il y a quand même une tendance depuis Paris. Mais alors ça, c'est pas propre à la Corse. J'en ai discuté avec des collègues qui ont travaillé dans des pays un petit peu lointains, ailleurs en Méditerranée. Tenez, par exemple, le Liban. Parfois, depuis Paris, un rédacteur en chef a une idée quand même assez précise du sujet qu'il attend. Et le journaliste qui est envoyé sur place se retrouve à vraiment galérer à essayer d'expliquer à son rédacteur en chef qu'il est incapable de faire le sujet qu'on lui a demandé parce que la situation n'est pas exactement celle qu'on je disais, vous l'avez vécu, c'est une expérience que vous avez oui, effectivement, on part avec un angle, ce qu'on appelle un angle, mais l'angle, en tant que journaliste, il faut l'adapter à ce qu'on voit vraiment sur le terrain, et si l'angle n'est pas bon, on devrait normalement essayer de bouger de cet angle. Et c'est vrai que moi, j'avais travaillé pour l'Express régional, et quand on me demande de faire un sujet très fun, parce que là, du coup, on est sur la belle image de la Corse, l'image des vacances, avec des tables à moins de 25 €, et qu'on est sur la Corse où il y a quelques restaurants qui ont des formules, mais pas les autres, on essaye de leur expliquer que non, à moins de 25 € entrée plat dessert, ça n'existe pas. C'est pas grave, il faut que vous rentriez dans ce critère. Et il faut à tout prix arriver à trouver des... Alors, je ne vous explique pas le nombre de pizzerias excellentes que j'ai pu vanter dans ce papier, mais je ne pouvais pas rentrer tout à fait dans cet angle en étant totalement honnête. Vous avez donc donné dans la carte postale. J'ai donné dans la carte postale. C'est un bon exemple. L'Express, notamment, parce que c'est tous les ans, l'Express nous propose... Vous aimez bien Monsieur Barbier, je le sais. Et voilà, c'est le paradoxe. L'Express, évidemment, ça va venir dans l'émission. L'Express nous propose tous les ans un numéro spécial, pas seulement l'Express, le Nouvel Obs et tous les autres grands quotidiens français, un numéro spécial sur l'été en Corse. Alors là, c'est le bon côté. Et il y a aussi dans les pages intérieures, l'hiver, au mois de janvier, février, le côté plus sombre, les éditos cinglants, caricaturaux de Christophe Barbier. Vous voyez cette dichotomie entre d'un côté l'été tout va bien et l'hiver où tout va mal en Corse, cette incompréhension dans le traitement médiatique. Mais vous avez raison, il y a une saison. Il y a une saison de mai à peu près à septembre. La Corse va bien, c'est une carte postale, alors tout est merveilleux. On va un peu pondérer quand même. Oui, on a eu un épisode. Vous voulez dire que je tombe dans la caricature moi-même, c'est ça? On a eu un épisode, Christophe Barbier qui nous y aide énormément et on ne s'appesantira s'apesantira pas sur son cas. Je pense qu'il serait intéressant qu'il passe un peu de temps en Corse pour un peu mieux cerner les sujets qu'il traite. Il n'en reste pas moins. Nous l'invitons, Christophe Barbier, pendant le 20h. Certaines rédactions disposent, vous le disiez tout à l'heure, de correspondants en permanence. C'est le cas d'une grande chaîne privée. Voilà, exactement. Et qui
font quand même des sujets de fond. Oui. Et même au plein cœur de l'hiver, ils nous livrent des infos qui intéressent ici aussi en Corse. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. On a tendance à grossir évidemment cette espèce d'énorme caisse de résonance que sont les chaînes d'infos continues, mais il n'y a pas que... Alors j'ai un exemple concret, Sébastien. Ça s'est passé il y a quelques jours, la manifestation de soutien aux prisonniers politiques. Quel exemple enfin, de soutien, la manifestation pour libérer les prisonniers dits politiques. Alors, c'est un événement qui a réuni, alors là, c'est toujours assez marrant, 2500 personnes selon la préfecture, selon les chiffres de la police, et plus de 8000 personnes selon les organisateurs. Pratiquement pas un mot dans l'ensemble des médias nationaux. Il y a juste la chaîne France Info qui a fait un sujet, mais elle a fait un sujet parce que notre chaîne, François Corse Viastel, a traité l'information et a fait remonter l'information. Navrant, ça n'a pas dégénéré, quel intérêt? Non mais c'est vrai, vous de Paris, c'est exactement ça la logique. Oui, à Ajaccio, la rue a dit oui à l'amnistie et pourtant... pas une ligne, ou pratiquement pas, dans les médias nationaux. Comment voulez-vous donc que l'opinion publique française en général comprenne ce qui traverse en ce moment la société corse? Je veux dire que là, on a effectivement sur le thème de l'amnistie vraiment quelque chose de très transversal au niveau de la société. En revanche, quelques jours plus tard, lorsque s'ouvre devant la cour d'assises spécialement composée le procès que l'on sait de jeunes étudiants indépendantistes, qui a cette fameuse déclaration de Nicolas Batigny, qui replace son propre parcours individuel dans un combat plus général, là, effectivement, il y a quelque chose d'assez frappant. Les médias le traitent. Mais pour moi, le lecteur lambda ou le téléspectateur lambda, comment peut-il mettre en correspondance qu'il entend les choses en perspective? Il se passe quelque chose. Il manque toujours un élément. Il y avait aussi quelque chose qui était assez significatif. C'était en janvier, il y a eu l'épisode des Jardins de l'Empereur. Là, énormément de presse pour pas beaucoup de monde qui fait beaucoup de bruit. Et puis, un mois après, il y a plus de 200 personnes qui vont à l'aéroport empêcher, enfin, contrarier en tout cas, les parlementaires européens du Front National d'extrême droite quand ils arrivent sur la... Donc là, on avait bien focalisé sur les racistes. Ah mon Dieu, la Corse est raciste, c'est monstrueux. Par contre, quand ensuite on a 200 personnes, donc encore plus qu'au Jardin de l'Empereur, qui essayent de bloquer des gens d'extrême droite, il n'y a pas de presse. Ouais, c'est vrai. Alors, Voilà, mais du coup, le lecteur, effectivement, ou le spectateur lambda, comment voulez-vous qu'il ne reste pas dans le premier cliché, le seul qui a été... Ce qui pose le problème de la perception par l'opinion publique. On dit souvent qu'il y a deux opinions publiques concernant la Corse, l'opinion publique insulaire et l'opinion publique du continent, parce que justement, c'est ce traitement de l'information qui fait cela. Est-ce qu'il ne faut pas aller du côté de la presse étrangère avec les fameux... Mais oui, non, mais c'est pas inintéressant. C'est une vraie belle expérience international le fait régulièrement. Souvent, on traite plus intelligemment. Je ne vais pas me faire que des amis. Bon, vous allez... Mais non, je vais loin. En tout cas, c'est aussi parce que ces journalistes-là arrivent parfois avec un tout petit peu moins d'idées préconçues. Vous voyez, par exemple, pas forcément le rapport un peu jacobin qu'on trimballe en France. Un journaliste allemand, adepte du fédéralisme, sera peut-être pas forcément choqué par certains discours autonomistes. Enfin, il y a des choses pas inintéressantes. Et c'est intéressant, les mises en parallèle avec leur pays. Les Espagnols avec leur gestion des langues. Au Parlement espagnol, on parle toutes les langues des régions. Il y a des traducteurs. Donc, quand on parle de langue corse, ils sont très curieux, ils sont très intéressés. Et ils ne comprennent absolument pas pourquoi ce refus de modifier la Constitution pour qu'il y ait seulement une langue unique en France. Donc, du coup, c'est beaucoup plus intelligent. Au-delà de la Corse, la presse étrangère a bien rigolé de l'affaire du Birkini. Alors ça, à l'échelle nationale, ce qui montre bien que... bien sûr. 40 secondes, c'est la règle de l'émission, vous la connaissez. 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments. La Corse, une image médiatique caricaturale ou réelle? Marie-Jo, c'est avec vous que je commence. Effectivement, on peut dire quand même qu'elle est tout à fait caricaturale parce qu'on dirait qu'il y a une vision binaire de la Corse, c'est-à-dire effectivement la Corse de la violence et des affrontements, et ensuite la Corse des traditions et de la culture qui, là, par contre, mais depuis les voyageurs du 19e siècle, et même avant, Boswell, etc., est une Corse exotique, rêvée, fantasmée, qui d'un seul coup fait rêver tout le monde. Alors, il y a celle-ci d'un côté, et ça nous donne des très jolis sujets, parfois un petit peu folkloriques, parfois un petit peu plus de fond, et puis ensuite, il y a tout ce fantasme d'une Corse violente. Mais à l'heure actuelle, on a vraiment des journalistes qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe en Corse, qui ne font pas du tout la différence entre nationalistes et indépendantistes, et qui du coup marchent vraiment sur des œufs. Et ils ont tellement peur de dire des choses bizarres qu'ils partent dans les faits divers les plus glauques. Autonomiste, indépendantiste. Alors j'ai un tout petit Sébastien. peu moins sévère peut-être que Marie-Jo. Je disais tronqué.
Ouais, parce que caricatural, c'est un petit peu définitif pour moi. Tronqué, parce que on le voit, je parlais tout à l'heure de cette immense caisse de résonance que sont ces chaînes d'infos en continu. Là, effectivement, on a des choses qui partent dans tous les sens. Même nous, on n'y comprend absolument plus rien, alors qu'on connaît plus ou moins les événements. En tout cas, on ne s'y reconnaît pas. Maintenant, il y a aussi du travail de fond qui est fait dans les médias nationaux. Les médias nationaux, ils sont beaucoup plus divers que les chaînes d'infos en continu. Je vous invite quand même à aller voir ce qui est dit dans tout un tas de journaux. Il faut cultiver la diversité des médias. C'est vrai sur tous les sujets, la Corse comme le reste. Et vous aurez peut-être de bonnes surprises parfois. Diversité des médias, diversité des points de vue, c'est ça qui est intéressant. Évidemment. C'est ça qui est même essentiel. Tout n'est pas caricatural. Non, on a essayé de ne pas tomber dans la caricature, quoique parfois... Je sens un petit peu. C'est notre bon plaisir. Merci beaucoup à vous deux et à très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, sur France 3 Corse Via Style, pendant le 20h.